Portugal, obsèque du Premier ministre, demain les élections présidentielles. Coupe Davis, pour la première fois, un pays de l'Est gagne, la Tchécoslovaquie. Le cirque à Monte-Carlo, un festival princier. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Durant quelques heures cet après-midi, les Portugais, tous les Portugais, ont oublié leurs préférences politiques. À la veille d'un scrutin essentiel pour leur pays, le président de la République sera élu demain. Les Portugais, donc par dizaines de milliers, ont accompagné la dépouille mortelle de monsieur Sá Carneiro jusqu'à un petit cimetière de la périphérie de Lisbonne. Pas de funérailles nationales, c'était le souhait de la famille du Premier ministre portugais, mort avec plusieurs de ses collaborateurs dans un accident d'avion mercredi soir. Pas de funérailles nationales, mais une messe solennelle en présence de nombreuses personnalités étrangères, dont M. Raymond Barre, qui représentait la France et que vous venez de voir, et aussi une longue procession, 7 longues processions du cortège funèbre dans les rues du centre de la capitale portugaise, devant des dizaines et des dizaines de milliers de Portugais. C'est donc un Portugal en deuil qui votera demain. 7 millions d'électeurs vont devoir désigner le second président de la République portugaise. Une élection qui apparaît comme un élément capital de l'avenir politique, économique et social du Portugal. Bruno Albin est à Lisbonne pour Antenne 2. Cette bougie dont la flamme vacille ce matin sur le parvis du monastère de Jerónimos à Lisbonne, c'est ce qu'il reste d'une nuit de prière au cours de laquelle de nombreux Portugais sont venus se recueillir et rendre un dernier hommage à Francisco Sá Carneiro. La vie politique portugaise était comme suspendue à ce qui se passait ici, une messe solennelle en présence du gouvernement, de nombreux responsables politiques étrangers arrivés ce matin pour participer à la cérémonie. Mais tout se passait ce matin comme si cette ferveur ne concernait qu'une partie des Portugais. À quelques kilomètres de là, en plein centre, c'était un tout autre spectacle dont le décor, la toile de fond de l'élection présidentielle, semblait laisser tout le monde indifférent. Lisbonne, aujourd'hui, ne donnait pas l'impression d'être la capitale d'un pays s'apprêtant à élire son président de la République. Les affiches sont certes toujours présentes. Elles rappellent que le Portugal choisit demain entre le président sortant, le favori, Ramalho-Yanes, qui souhaite continuer de conduire le pays sur le chemin tracé depuis la révolution des œillets, et le général Soares Carneiro, le candidat de la réforme constitutionnelle, le candidat de ceux qui pensent à droite que la révolution a assez duré. Or, c'est aux côtés de cet homme, dont les affiches électorales portent aujourd'hui un crêpe en signe de deuil, que le Premier ministre disparu s'était engagé personnellement et à fond au cours de la dernière campagne électorale. Et beaucoup se posent aujourd'hui la question de savoir si la disparition du Premier ministre ne va pas bouleverser au moins partiellement les données de ce scrutin. Bref, on se demande si certains des électeurs ne vont pas avoir un réflexe sentimental qui pourrait les amener à voter demain pour l'homme que Francisco Sá Carneiro avait soutenu si fermement. Du côté du Parti communiste jusqu'au côté de l'Alliance démocratique et même d'extrême droite, je crois que personne ne sait certainement, et avec quelques pourcentages de vérité, qu'est-ce qui se va passer. Mais je dois dire que les services, je crois que les services de la campagne du président, du candidat Soares Carneiro sont convaincus que la mort et la disparition peuvent avoir des avantages pour le vote, surtout dans le sens de la mobilisation de l'électorat qui était indécis. Voilà, réponse donc demain soir. Double manifestation aujourd'hui à Dublin et à Paris sur un seul et même thème, comment arracher à la mort les 7 militants républicains irlandais qui font la grève de la faim depuis le 27 octobre dernier dans leur prison d'Irlande du Nord. À Dublin, 10 000 personnes sont descendues dans la rue. À Paris, ils étaient quelques centaines qui souhaitaient se rendre devant l'ambassade de Grande-Bretagne. Avec Maurice Werther, le point maintenant sur les secteurs chauds de notre globe, la Cisjordanie, l'Afghanistan, mais surtout la Pologne au lendemain de la réunion à Moscou des responsables du pacte de Varsovie. À Varsovie, comme probablement dans l'ensemble de la Pologne, la population ne semble pas craindre, au lendemain du sommet de Moscou, une entrée en force des armées soviétiques et autres pays frères. Ce qui inquiète le plus les Polonais, c'est la crise économique très sérieuse. Endettement extérieur énorme, manque à gagner considérable dû aux grèves, révélation sur l'inefficacité de l'industrie lourde. On parle de réformes économiques, de modèle hongrois,
En attendant, c'est l'annonce d'un rationnement sévère de la viande pour début 1981. Et ces images d'abondance, tournées en des temps meilleurs, ne sont qu'un faux semblant. Parmi les raisons qu'on avance pour expliquer la relative modération pour l'instant du RSS vis-à-vis de la Pologne, il y a l'Afghanistan, où la résistance ne s'avoue pas vaincue. Voici un témoignage filmé en Super 8 par les rebelles eux-mêmes. Ils ont réussi à abattre un de leurs ennemis les plus redoutés, un hélicoptère soviétique. Les résistants afghans puisent leur inspiration à deux sources, la haine de l'occupation étrangère et une forme d'islam pur et dur. En Cisjordanie, c'était à prévoir, l'expulsion des maires palestiniens d'Hébron et de Kalkoul vers le Liban n'a fait qu'exacerber les passions. L'armée israélienne a dû employer les gaz lacrymogènes pour disperser des manifestations un peu partout, Ramallah, El Bireh, Bethléem. C'est comme d'habitude maintenant l'université de Bir Zaïd qui s'agite le plus. Les militaires israéliens ont pris d'assaut les dortoirs et la faculté de commerce de l'université où les étudiants s'étaient retranchés. Il y a 15 jours, la terre tremblait dans le sud de l'Italie. Aujourd'hui, 2 semaines donc après la tragédie, les secours internationaux continuent d'affluer. C'est ainsi qu'un bateau français a déchargé il y a quelques heures seulement 25 tonnes de vêtements et de couvertures près de Naples, des secours réunis à Nice en 5 jours. Des vêtements et des couvertures qui soulageront un peu tout de même la misère des réfugiés. Dans cette région du sud de l'Italie, le comble du confort aujourd'hui, c'est un repas chaud et un véhicule pour s'abriter, pour dormir. Une voiture, dans le pire des cas, un autobus dans le meilleur, même s'il faut pour cela le réquisitionner d'office dans la rue. 13 jours après le séisme, les fenêtres de ces immeubles de Porto Rial, le quartier pauvre de Naples, ces fenêtres sont toujours fermées. La ville a relativement peu souffert. Un seul immeuble s'est effondré, mais 10 000 maisons ont été endommagées et 50 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Certains ont été relogés dans les hôtels. Les autres, les plus pauvres, se sont débrouillés. Ils ont pris d'assaut les autobus de la ville. Le soir du tremblement de terre, nous sommes tous descendus dans la rue. Nous étions choqués. Nous ne savions pas où passer la nuit. Nous sommes 3 familles ici dans ce bus. Nos maisons sont lézardées, nous ne voulons pas rentrer. Regardez, voilà notre situation. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils se sont adaptés, avec plus ou moins d'imagination, à ce campement improvisé. Ils n'ont ni chauffage, ni eau. La nourriture, un repas froid distribué 1 fois par jour. Ils pensent à tous ceux qui sont restés sous les ruines de l'immeuble d'à côté. 52 personnes. Aux survivants, à tous ceux qui faisaient leur univers. Je ne sais pas ce que nous allons devenir. La municipalité ne s'occupe pas de nous. On nous promet beaucoup de choses, mais rien ne vient. Les ingénieurs sont venus voir nos immeubles, mais aucun ne veut se prononcer pour savoir si nous pouvons y revenir. Cette petite fille de 10 ans nous dira, avec un vocabulaire d'adulte, « Ils nous considèrent comme des bêtes ». Combien de temps resteront-ils ainsi? La municipalité a bien relogé quelques-uns de ces sans-abri. Mais le tremblement de terre a décuplé les problèmes chroniques de cette métropole. Les sans-abri sont de plus en plus nombreux. Les déclarations ne suffisent plus à les rassurer et leur colère risque de se transformer en explosion sociale. Et oui, et il reste maintenant à reconstruire toute cette région du sud de l'Italie. 40 000 milliards de lire, soit 200 milliards de francs, seront nécessaires. C'est un autre problème pour le gouvernement italien. Lundi soir, dans Question de temps, que présentera Louis Berriot à 20h30 sur Antenne 2, nous retournerons d'ailleurs en Italie, dans cette ville de Naples, envahie par 50 000 réfugiés. Ce Question de temps sera aussi consacré à la lutte contre le terrorisme nucléaire. Les Américains ont créé un groupe, le NEST, qui est déjà intervenu à plusieurs reprises contre des actes de chantage à la bombe atomique. Enfin, toujours dans Question de temps, lundi soir, Air Inter face aux autres compagnies intérieures étrangères, ses prix, sa régularité, son confort, vous saurez tout lundi soir à 20h30 dans Question de temps.
En France, c'est visiblement le repos pour les hommes politiques. 2 déclarations seulement aujourd'hui, celle de M. Schwarzenberg, le vice-président du mouvement des radicaux de gauche, qui a estimé que le septennat actuel se caractérisait surtout par le grignotage minutieux des libertés. Quant à M. Didier Bariani, qui préside aux destinées des radicaux favorables à la majorité, il a accueilli dans son mouvement M. Edgar Faure et ses amis du contrat social, mais M. Bariani a aussi exprimé son souhait de voir un septennat différent commencer l'an prochain. L'UDF a essayé de se structurer en partis et n'a pas tenu compte de la nature différenciée des composantes qui en formaient l'ossature. Il faut donc sauver l'UDF. C'est-à-dire lui faire retrouver sa vocation du début, qui est d'être une association de partis qui ont chacun leur spécificité et chacun leur programme, mais qui ont en commun de soutenir le chef de l'État. Et il faut que cette association de partis soit d'accord sur les grandes lignes de force de son action et ne soit pas étroitement liée à l'action du gouvernement et devienne ainsi, comme on l'a trop condamné et à juste titre, le parti godillot de l'action des pouvoirs publics. Quel sera le rôle plus spécifique du Parti radical au sein de l'UDF? Le Parti radical n'est pas derrière le chef de l'État, le Parti radical est devant. Le Parti radical veut non pas le même septennat avec les mêmes hommes, il accepte et il comprend que Valéry Giscard d'Estaing étant le meilleur candidat, il bénéficie de nouveau de la confiance du peuple français, mais il veut une autre majorité avec d'autres hommes pour un autre programme. Présent physiquement à cette réunion du mouvement des radicaux valoisiens, M. Edgar Faure devait tout de même avoir d'autres pensées que politiques en tête aujourd'hui. En effet, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est aussi sénateur du Doubs depuis le mois de septembre, s'est remarié hier. La cérémonie a eu lieu à Paris, dans la plus stricte intimité, bien sûr, sans photographe ni caméra. Les malades hospitalisés à Necker ont eu peur cette nuit. Un incendie s'est déclaré hier soir dans les sous-sols d'un des pavillons de cet hôpital. Incendie dont on ne sait pas s'il est criminel ou non. En tout cas, le feu a pris simultanément en 2 endroits du pavillon d'urologie. Les pompiers ont immédiatement appliqué le plan d'urgence. Les effectifs considérables ont été déployés et 58 malades évacués. Finalement, ce sont surtout les archives de l'hôpital Necker qui ont le plus souffert de cet incendie. 80 000 dossiers ont brûlé. Il s'agit de dossiers datant de plus de 2 ans, mais qui étaient encore très utiles pour les médecins. Les consultations, en tout cas, dans le service d'urologie de l'hôpital Necker ne pourront pas reprendre avant quelques jours. Dans l'affaire des proxénètes de Grenoble, la Cour d'appel va se donner probablement le temps de la réflexion. Elle ne rendra pas son arrêt avant le début du mois de janvier. Aujourd'hui, Paul Lefebvre, c'est l'accusation et puis la défense qui ont pris la parole. En tout cas, ce procès de Grenoble, dont on avait beaucoup parlé au mois de juillet dernier, c'est un procès un peu test, et à la fois pour les magistrats, mais aussi, semble-t-il, pour les truands. Et en effet, l'arrêt de la Cour d'appel est très attendu, d'abord par les accusés qui tentent d'espérer un peu d'indulgence, ensuite par les 5 jeunes prostituées qui tentent de refaire leur vie un peu partout en France, et ça n'est pas facile, et peut-être surtout par les policiers et les magistrats de Grenoble qui verront une confirmation de leur action. Car à Grenoble, si vous me permettez l'expression, on fait le ménage. 2 jours d'enquête m'ont permis de constater qu'en une seule année, une centaine de malfaiteurs ont été soit chassés, soit emprisonnés. De constater également que depuis le mois de juin, le procès des proxénètes donc, le nombre des actes de grand banditisme a considérablement diminué. C'est sans doute là le résultat de l'impact du procès, le résultat aussi de l'arrestation d'un certain nombre d'hommes que les policiers créditent de beaucoup de mauvaises influences et d'une liste impressionnante de mauvais coups. Par exemple, celui qu'on appelle Monsieur Michel Milési, présumé innocent bien entendu, mais qui est présenté dans les couloirs du palais de la Sûreté urbaine comme le véritable parrain du milieu de Grenoble. On dit que les proxénètes lui versaient une dîme et qu'il a été l'instigateur de plusieurs règlements de compte. Plusieurs de ses premiers couteaux, comme on dit, vont être jugés au début de l'année 81. Lui-même, pense-t-on, prendra contact avec le palais de justice vers la fin de l'année 81. Bien sûr, on ne prête qu'aux riches, mais le nom de M. Michel a été beaucoup cité depuis l'incendie du 5-7 en 1970, vous en souvenez. On dit aussi que le milieu de Lyon, à un moment tenté de venir combler les vides, aurait préféré ne pas venir affronter la rigueur des magistrats de Grenoble. Alors toujours est-il qu'il apparaît que le procès des proxénètes n'est pas un fait isolé, mais qu'il prend place dans une offensive, une volonté d'une équipe soudée de gendarmes, de policiers et de magistrats d'amener un peu d'air frais dans leur ville. Ils prennent des risques, il ne faut pas l'oublier.
Encore une commande pour Airbus, c'est le Koweït qui a décidé d'acheter tout de suite 6 appareils, 5 autres le seront probablement dans les années prochaines. Depuis le premier vol d'Airbus, 416 appareils ont été vendus à 41 compagnies d'aviation différentes. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie aéronautique européenne bien sûr, mais qui ne masque tout de même pas tous les problèmes économiques que connaissent les pays européens. Ainsi, l'Angleterre, comme d'autres pays, traverse en ce moment une mauvaise passe, une forte inflation, un fort taux de chômage et aussi de sérieux problèmes psychologiques. Claude Sérillon s'en est rendu compte dans une entreprise de bicyclettes qui s'est située à Nottingham. Ces ouvriers de Nottingham ont de la chance, ils ont un emploi. Un salaire moyen d'environ 80 livres par semaine, un peu plus de 800 francs, pour les ouvriers qualifiés. Ils échappent ainsi au chômage qui touche plus de 2 millions d'hommes et de femmes en Grande-Bretagne. Très souvent vétustes, peu compétitives, les entreprises britanniques font l'objet de vifs reproches, y compris de la part du gouvernement de Mme Thatcher, qui a demandé aux patrons d'investir, de renoncer au placement à court terme, de remettre de l'ordre chez eux. Mais ceci renvoie la critique. Notre problème, c'est que le gouvernement emprunte trop. Donc l'argent est trop cher et la livre sterling trop forte. Donc la rentabilité des exportations britanniques est trop faible. Résultat, on manque d'argent pour investir. Nous voulons que le gouvernement montre l'exemple. Après tout, il est lui-même un patron. Et s'il savait se montrer aussi réaliste que le reste de l'industrie en matière de dépenses, notre situation serait plus saine. Pour moderniser cette usine construite il y a un peu plus de 90 ans, il en a coûté environ 15 millions de livres, soit un peu plus de 150 millions de francs. Mais la production de bicyclettes est un secteur privilégié par rapport à l'automobile. Mais à côté d'une politique économique visant à réduire l'inflation, on est passé de 22% à 15% cette année en Angleterre, il existe toute une action plus psychologique à mener. Beaucoup affirment que la vie industrielle est mal organisée, que les Anglais doivent revoir leur emploi du temps, qu'il y a trop de pauses thé, de pauses syndicales, qu'il faut remettre l'Angleterre au travail. Des propos qui font sourire ici, on les conteste, il ne faut rien conclure de quelques scènes d'inactivité. Voyez, on commence à 7 heures du matin, avec une seule pause de 10 minutes pendant la journée, en dehors du déjeuner, bien sûr. C'est-à-dire qu'on fait 8 heures, avec 3 minutes en fin de journée pour se laver les mains, avant de rentrer chez soi. Donc, on ne peut pas dire que chez nous, il y en a qui passent de longs moments à ne rien faire. Mais, n'est-ce pas un peu une exception? Peut-être, mais je pourrais en citer bien d'autres dans les entreprises. Il est vrai que les négociations salariales actuellement en cours se passent plutôt bien. Les syndicats anglais renoncent parfois à de fortes augmentations au maintien du pouvoir d'achat. Consensus à l'anglaise inexportable. Mais revers de la médaille, dans cette usine pendant 2 mois, la semaine est réduite à 4 jours, les stocks sont trop importants. Partout ailleurs, le patronat britannique espère de beaux lendemains en visant l'Europe, seule issue selon Mme Thatcher pour trouver notamment des solutions aux problèmes de l'emploi. Oui, et cette crise touche donc tout le monde, même des secteurs auxquels on ne penserait pas. Si je vous dis par exemple que les producteurs de lavande sont mécontents, cela va peut-être vous faire sourire. Pourtant, c'est la réalité. Et la lavande dans le midi de la France, ce ne sont pas seulement des champs tout bleus, agréables à regarder l'été. C'est une production importante et qui fait travailler finalement pas mal de petites et moyennes entreprises dans cette région du midi de la France. Ce champ de lavande, ou plus exactement de lavandin, c'est-à-dire un hybride de la lavande, c'est un peu une image carte postale. La réalité est quand même tout autre, elle est un peu moins belle. La crise que connaît la lavandiculture depuis 4 ans va en s'amplifiant. Alors vous qui êtes un petit exploitant, comment ressentez-vous cette crise? Je le ressens comme une catastrophe, parce que le lavande, il y a 4 ans en arrière, on l'a payé 170 francs le kilo, le lavandin était à 62 francs le kilo, maintenant le lavandin est tombé si bas qu'il est à 35 francs, voire 30 francs, la lavande fine à 110 francs, ce n'est plus possible. Lavande et lavandin ne sont pas considérés comme des produits agricoles, mais industriels. De ce fait, ils ne bénéficient pas des subventions du marché commun. Par contre, les lavandiculteurs sont bien des exploitants agricoles, et la veille de la conférence annuelle agricole, une 50aine d'entre eux entreprenaient une dernière campagne pacifique de sensibilisation. Les lavandiculteurs vont rendre visite dans les mairies, les préfectures, sous-préfectures, crédits agricoles, pour leur faire connaître tous nos problèmes, parce que nous ne pouvons plus vivre dans cette situation.
Il y a 4 ans, on tirait déjà les premières sonnettes d'alarme. Si la production était stable, elle était dangereusement concurrencée par les importations massives du RSS ou de Bulgarie et menacée par les essences de synthèse. Le 22 novembre, la coupe était pleine. Un attentat mettait le feu à un entrepôt de solvants. Nous avons des problèmes de mévente. Ils sont liés à l'importation massive et mal contrôlée d'essences de mauvaise qualité d'importation. Et d'autre part, à la mise sur le marché de lavandin, d'essences de lavandin synthétique, qui bien sûr viennent concurrencer notre marché de produits naturels. La coopérative de Montguerre est en déficit de plusieurs millions de francs suite à la dégradation des cours. Sur le marché national, il y a actuellement 170 tonnes d'essence de lavande invendues, 1500 pour l'essence de lavandin. Et les produits d'importation et de synthèse continuent d'inonder le marché, bénéficiant d'une absence de stricte réglementation. Si de toute façon nous n'avons pas cette réglementation, le moment venu, nous ferons connaître aux consommateurs ce qu'il y a dans les flacons. Et dès à présent, nous pouvons déjà dire que lorsqu'il y a le mot senteur, odeur, fraîcheur, près lavande, pomme ou lilas, eh bien souvent, presque dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas le produit cité à l'intérieur. Et nous pouvons dire également que dans le petit flacon qui coûte très cher, eh bien la valeur du produit qui est à l'intérieur représente bien souvent à peine la valeur de l'emballage. Tout cela, nous le dirons. Et à supposer encore, bien sûr, que ce produit-là soit naturel, ce qui n'est pas toujours forcément le cas. Voyez-vous, c'est la nature qui a inventé les parfums. Et comme le disait un célèbre maître des plantes, parce que son expérience repose sur des millénaires, c'est la nature qui a raison. La conférence annuelle agricole du 5 décembre a adopté comme mesure une aide de 50 millions de francs pour les petites productions de la Méditerranée sèche. Les lavandiculteurs en font partie. Mais outre une aide financière, c'est une législation stricte qu'ils demandent. Depuis jeudi et jusqu'à lundi soir, Monaco, l'une des capitales européennes du jeu, s'est transformée en capitale mondiale du cirque. Pour la 7e année consécutive, la principauté organise un festival international des gens de la piste, un rassemblement des plus beaux numéros du cirque mondial. Festival qui est l'occasion de se rencontrer pour tous ces gens du spectacle, mais qui permet aussi de voir quelle est la cote réelle des différents numéros présentés. Au printemps, il y a l'odeur d'essence avec les courses automobiles. Toute l'année, l'odeur des dollars dans les salles de jeu du casino. Mais en décembre, tous les ans, pendant 5 jours, Monaco sent le fauve. C'est le Festival international du cirque. Il attire des artistes du monde entier qui plantent leurs chapiteaux sur le nouveau port, au milieu des effluves de paille fraîche, de crottins et de grands espaces. C'est devenu le rendez-vous traditionnel des enfants de la balle. Tu fais un numéro de cirque, là? Oui. Tu as quel âge? 9. Quel âge? 9. 9. Tu es de quel pays? Hein? De quel pays tu es? Du Mexico. Et tu fais un numéro de quoi? Du trapèze. Au cirque, l'enfant est roi. Il fait le spectacle, il donne le frisson à d'autres enfants, les spectateurs. Au Festival de Monte-Carlo, 6 d'entre eux constituent même une partie du jury. Pour les grandes personnes, il y a le reste, tous les problèmes, ce qui font que depuis des années, on entend la même litanie, le cirque se meurt. Car c'est vrai, l'histoire du cirque, particulièrement en France, c'est aussi une longue suite de faillites et de dépôts de bilan. Rappelez-vous les problèmes de Pinder, Sabine Rancy, Jean Richard, qui ne sont que quelques exemples parmi d'autres. Pourtant, malgré les difficultés, les mêmes numéros, les mêmes figures imposées se retrouvent au grand rendez-vous. Cette fois, à Monaco, il y a 38 attractions venues de plus de 15 pays. Monseigneur, est-ce que c'est difficile de rassembler 38 numéros de classe internationale pour un festival comme ça? Oui, c'est de plus en plus difficile. Chaque année, nous avons plus de difficultés, le comité et moi-même, pour trouver les numéros que nous estimons dignes de passer au festival. Avec 7 festivals maintenant que vous avez organisés, je pense que vous avez une idée tout à fait précise de ce qui se passe dans le cirque. Alors on dit qu'il y a une crise, à votre avis? Je crois qu'il y a quand même une crise qui continue. Elle est moins grave qu'avant, mais enfin la crise existe et elle est évidente, elle est visible. Alors qu'est-ce que c'est? Une crise de spectateurs, une crise des artistes, une crise de moyens financiers? Je pense que c'est l'ensemble de tout cela, oui. C'est une crise de spectateurs, mais parce que souvent les spectacles de cirque ne sont pas très bons.
Donc ça un trait au côté financier, les cirques dans beaucoup de pays ne sont pas du tout soutenus. Et puis alors c'est une crise de numéros, généralement les numéros ne se renouvellent pas. Et puis il y a les numéros qui sont en train de mourir. Les clowns par exemple n'existent plus, on a beaucoup de mal à trouver un numéro de clown valable et cette année-ci nous sommes très faibles en clowns. Le clown se meurt, écrasé par les charges fiscales, le prix du carburant et aussi par la concurrence de la télévision et du cinéma. Mais de tout temps, la gestion d'un cirque a ressemblé à l'art du funambule. Pour les artistes, il faut se vendre, se faire apprécier. Et c'est le rôle d'un festival comme celui de Monte-Carlo, une distinction récoltée à Monaco. Ce sont des engagements assurés pour plusieurs années. Nous venons des États-Unis. Nous venons à ce festival parce que c'est une grande manifestation. Oui, c'est important, c'est un aboutissement dans une carrière. C'est un honneur si on a gagné ici. C'est une très bonne chose pour mon travail. Beaucoup de gens viennent ici, des directeurs de cirque, des producteurs, des impresarios. Et les otaries, qu'est-ce qu'elles en pensent? Une chose sauvera sans doute toujours le cirque et le fera survivre, la poésie. Ce ne sont pas les plus grands chapiteaux qui attirent le plus de monde, ce sont les plus beaux numéros. Une fois encore, cela s'est vérifié au festival de Monte-Carlo. Fin de ce festival lundi donc. Week-end de football pour les sportifs. C'est la 21e journée du championnat de France. Hier, Saint-Etienne avait battu Bastia 3-0. 2 matchs avaient lieu cet après-midi. Ainsi que Sochaux a battu Nîmes 2-1 et Metz a battu Nancy 2-0. 6 autres matchs auront lieu ce soir. La dernière rencontre, Monaco-Lyon, aura lieu elle, demain à 15 h à Monaco. En Coupe Davis, c'est donc pour la première fois un pays de l'Est qui l'emporte, la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie affrontait l'Italie en finale. Le double décisif avait lieu cet après-midi. Il vient tout juste de se terminer, juste avant le début de ce journal. Mais je crois qu'on peut dire d'ores et déjà que la Coupe Davis ne présente plus beaucoup d'intérêt. Pour la première fois, en effet, en 80 ans d'existence, un pays de l'Est remporte la Coupe Davis après 75 ans d'hégémonie américano-australienne. 2 victoires en simple, Smith aux dépens de Panatta et Lindell face à Barazzuti, et ici une performance en double, il y a 30 minutes. La confirmation aussi du grand talent de Lindell, 6e joueur au monde en simple et excellent partenaire de double. Vainqueur en demi-finale de l'Australie et de l'Argentine, elle-même qualifiée aux dépens des États-Unis, Italiens et Tchécoslovaques sont les derniers survivants d'une Coupe Davis défunte. Formule dépassée, en effet il y a 80 ans, Philly Davis, étudiant à Harvard, lance l'idée d'une compétition internationale par équipe pour développer le tennis. Séduit, un pionnier, le Dr Dwight, fait fondre chez un bijoutier de Boston l'horrible saliabier d'argent. Aujourd'hui, toujours disséminée sur les 5 continents, la Coupe Davis a perdu de son impact et dès l'an prochain, la nouvelle formule consistera à rassembler 16 équipes comme dans un tournoi normal et au même endroit. Comme tous les dimanches, il y aura tiercé demain. Cela se passera à Auteuil dans le prix Georges Courtois. Il s'agit d'un steeplechase qui se court sur 4400 mètres. C'est long. 16 chevaux normalement seront au départ. Alors Pierrette Bresse en a retenu un certain nombre. Vous les voyez s'inscrire sur notre écran. Échiquier, le 2. Tanlas, l'As. Sopani, le 7. Ortisica, le 15. Pavino, le 8. Hippi 2, le 3. Fiasquito, le 6, et Glory Day, le 4. C'était les pronostics de Pierrette Bresse, donc, pour le tiercé de demain. Il me reste à vous souhaiter d'avoir autant de chance que Pierrette Bresse sur ce tiercé. Les skieurs, eux, n'ont pas eu de chance aujourd'hui. C'est ainsi que les grands descendeurs qui devaient participer à la première grande descente de la saison à Val d'Isère ont laissé leur ski à l'hôtel, et ce pour le 2e jour consécutif. La neige qui tombait en bourrasque n'a pas permis la compétition.
Non seulement il y avait de la neige, mais il y avait aussi un vent extrêmement violent sur le haut de la piste. Pour tous les skieurs d'ailleurs, attention, il y a danger d'avalanche en montagne et selon le centre d'études de la neige de Grenoble, ces risques sont extrêmement sérieux, notamment pour tous ceux qui sont des adeptes du ski hors piste. Un conseil donc, soyez extrêmement prudents durant le week-end. Aujourd'hui, on va parler un peu de la météo. Les températures étaient légèrement supérieures à la normale. C'est ainsi qu'il a fait 16 degrés à Nice et à Perpignan. Le froid pourtant revient sur notre pays et demain il gèlera légèrement dans l'intérieur du pays. Le ciel sera, disons, variable avec une alternance de soleil et de passages nuageux. Le Mistral et la Tramontane souffleront. Ailleurs, les vents venus du nord vont faiblir progressivement. Voilà. Il est 20h30 très précisément, cette édition est maintenant terminée et c'est Gérard Rolls que vous retrouverez pour notre dernier journal aux alentours de 23h25. Bonne soirée, à demain.